Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Hop là, comment ça va? Ici, là, là. Au secours, l'image qui veut pas. Comment ça va? Je suis à moitié anesthésié. Parce que je digère toujours ma glace de tout à l'heure. Je me suis fait En fait, j'ai reçu mes courses aujourd'hui. Enfin. Enfin, ça fait 4 jours que je vais faire, livrer les courses. Et non. Voilà, parce que... Là, du coup, j'ai enfin fait livrer mes courses. Et du coup, la première chose que j'ai fait, bah, après les avoir triés, parce que ça a pris des plombes, il y a des trucs qui ont été livrés pas comme je voulais, etc. C'est chiant. J'ai fait une glace. Ça fait longtemps que je veux me faire une glace, ça fait longtemps que je peux pas. Et là, bah, il fait chaud, enfin. Oui, j'habite en Belgique, c'est pas souvent. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est pas souvent, mais moi, je déteste la chaleur. Donc là, je meurs intérieurement. Je suis en train de crever. C'est la réalité, je suis en train de décéder, tout simplement. Du coup, c'est pas... Voilà, j'aime pas trop, là. Là, ça fait quelques jours qu'il fait plus de 25 degrés. Je meurs intérieurement, je suis en train de fondre. Voilà. Du coup, je me thermorégule à l'aide de glace. Ne faites pas ça, c'est pas bien. En plus, là, j'avais trop la haine parce que j'avais commandé un truc pour faire de la mayonnaise. Finalement, je l'ai pas reçu. Mais en fait, si. Mais en fait, c'est compliqué. Et en plus, ils m'ont filé des yaourts. Et sauf qu'à la base, j'avais pas compris. Je pensais qu'ils m'avaient filé les yaourts à la place de ce que j'avais demandé. C'est plus ou moins ça, mais c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai pas encore tout compris. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait avec mes courses, en fait. Hein. Honnêtement, je cherche encore. Bref, dans l'ensemble, j'ai eu ce que je voulais. Mais du coup, je peine un petit peu à comprendre tous les trucs. Et ce que ça change, c'est que du coup, j'ai des yaourts en trop. Voilà. Sauf que avec mes gros TCA vénères là, moi les yaourts, je les supporte très très peu. Parce qu'il y a des morceaux, évidemment. Si bien sûr j'ai eu un yaourt avec des morceaux. J'aurais pu avoir un yaourt normal, mais non, j'ai eu un yaourt avec des fruits et tout. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé un moyen de les faire passer quand même. Du coup, j'ai fait une glace. J'avais de la confiture de myrtille et des spéculoos. Je suis belge, une fois. Du coup, bah, j'ai fait de la glace avec la danette au... Il y avait quoi déjà? J'ai oublié. Il y avait des fraises, il y avait des céréales et il y avait des grains de je sais plus quoi. C'est pas du kéfir, c'est autre chose. Bref. Voilà, du coup, j'ai fait ça. Et puis j'ai mis de la myrtille, et puis j'ai mis du spéculoos. Et puis voilà. Par contre, alors c'était bon, et j'ai mis du... C'est quoi? C'est du soja à cuisiner. À ne pas confondre avec la boisson au soja qui n'a rien à voir. Comme vous me pouvez voir, ce sont absolument pas les mêmes produits. Ils ont pas du tout la même gueule. Moi, je trouve un peu quand même. Mais allez. Voilà. Sauf que moi, j'ai commandé que la boisson au soja. Alors pourquoi j'ai reçu ce truc-là? Bref. Allez, hop là. Du coup, je les ai, j'en suis content. Parce que ce truc peut me servir à faire la mayonnaise que je pouvais pas faire, mais que finalement si. Donc tant mieux. Mais voilà. Et du coup, le temps que je comprenne, j'étais censé mettre ça dans la glace. Mais comme je suis un peu con et un peu lent, j'ai mis la crème soja à la place. Du coup, ça a super bien pris. Mais alors ça, plus le yaourt, j'ai pas encore digéré, quoi. Du coup, ça pèse un peu. Un petit peu, là. Ok,
Bon, moi j'ai vérifié le son, le décalage, tout ça, on sait que c'est toujours un peu le bordel ici, mais j'ai envie de dire sur OBS de manière générale, sur Twitch en fait. Hein. Il y a toujours des problèmes avec OBS et compagnie. Donc voilà, là, on est bon, jusqu'à ce que je change de scène, ce qui va arriver. Mais pas tout de suite, parce que je sais pas... Allô? Pitié, la caméra. J'espère que c'est juste la caméra. Oh, j'ai le PC qui est brûlé. Ah, ça y est, on arrive dans la période où je vais plus pouvoir streamer. Ah, c'est fini. Ah, c'est finito. Ah non, j'ai tout qui va planter. Putain. Et oui, alors pour ceux qui pourraient éventuellement encore m'entendre, pas me voir, hein, parce que ma caméra est en train de planter, et je vous assure qu'il n'y a pas que la caméra, le petit souci, c'est que en été, mon PC tout pourri de merde à chier bouillonne tellement fort que ça le détruit. Littéralement. Et du coup, même sans OBS déjà, même sans live, il a déjà du mal. Mais alors là, là il plante H24. Donc en fait, voilà. Mais il le fait pas quand il fait pas chaud. Et oui, donc là, ça va faire ça tout le temps, là. C'est ça qui m'inquiète. Parce que l'année dernière, donc il m'a fait ça, puis il commençait à faire du décalage partout, puis il a planté, mon PC arrêtait pas de redémarrer en boucle, c'était une catastrophe. Et ça a commencé plus ou moins vers le moment où il faisait des chaleurs comme maintenant, quoi. Et mon PC est... bouillant, mais alors bouillant, quoi. Donc peut-être, si ça se trouve, je peux plus streamer pendant tout l'été. On sait pas, peut-être. Voilà. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et vas-y, j'ai pas envie, quoi. Donc si quelqu'un a une alternative, une solution à ça, autre que être riche et racheter un PC, je prends. Les packs de glace sur le PC, ça marche pas. J'ai déjà essayé. Non, je déconne pas. J'ai vraiment dû essayer parce que j'ai pas la solution en fait. Donc voilà, si quelqu'un a une astuce pour me sortir de là, voilà. Parce que ça va être chiant, là. En fait, là, vraiment, je ne peux pas streamer quand il fait trop chaud. Éventuellement, on pourrait songer à streamer la nuit. C'est ce que j'avais fini par faire l'année dernière. Hein. J'avais commencé à streamer à des heures pas possibles. Genre, je lançais des streams à 23h. Mais bon, avec mes handicaps et compagnie, c'est pas possible hein, de tenir un rythme comme ça. Donc voilà. Donc je ne sais pas, je sais pas comment on va faire, si ça se trouve je vais disparaître tout l'été, je ne disparais pas totalement, sachez-le, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste des épisodes que je fais pas sur mon PC, hein, je les fais sur mon téléphone, je les monte avec mon téléphone, et le reste je le fais sur PC, mais ça il peut le supporter, bref. Donc je vais pas disparaître cette année-ci, au moins, en été, c'est déjà ça. Mais, putain vas-y, je suis pas aidé quoi. Voilà. J'ai pas regardé le décalage maintenant, ça passe ou pas? Parce que vu comment mon PC vient de galérer. Et non! Et voilà, ça y est, c'est parti, le décalage. C'est-à-dire que maintenant, on va l'avoir sur cette scène-ci aussi. Ah, c'est rigolo. Ah, ça va être fun. Ouais. Bon, bah attendez, je vais essayer de régler ça. On va espérer que ça va changer quelque chose, et sinon, c'est compliqué. Et oui. Ouais. Bon, bah, c'est pire. C'est bien pire là, je crois. Hein. Ah non, non, c'est bon. C'est reviendu. Est-ce que c'est reviendu? Non, c'est bon, c'est reviendu. Ok, nickel. Bon, bah on va espérer ne pas avoir d'autres soucis du genre. Ça m'arrangerait. Mais bon. Ouais, non, j'ai pas de solution là. Hein. Bref, je sais pas. Voilà, et alors du coup, ici, on parle, et sur YouTube aussi, on parle de bébêtes cheloues en tout genre. Voilà. Donc tous les trucs où vous êtes déjà dit, tiens, c'est rigolo, ça, je sais pas, les nuages de moucherons dans la rue. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh ben, j'ai fait une vidéo dessus pour l'expliquer. Allez la voir sur ma chaîne YouTube. Je fais plein de trucs comme ça. J'ai aucune énergie, en plus il fait chaud, je suis à plat là. Mais voilà. En plus, j'ai dormi environ 5 heures cette nuit, super. Voilà, mais donc je fais ça, que ça de toute ma chaîne depuis plus d'1 an et demi sur Twitch, un peu moins d'1 an et demi sur YouTube, et il y a plus de 130 vidéos de postées sur ma chaîne YouTube, avec beaucoup des shorts, mais pas que, il y a toutes les rediffs des lives, donc il y en a genre 80, de plusieurs heures, et il y a les épisodes en format court, de 3 à 5 minutes, ça il y en a 5, et je bosse sur le 6ème, je vais commencer... En fait, je vais l'enregistrer bientôt. J'ai pas fait comme d'habitude ce coup-ci, je me suis dit je veux être sûr d'avoir des sources en béton, parce que je suis pas trop sûr de ce que j'aborde ici. Bon, maintenant si, mais à l'époque, il y a 4 jours, à ce moment-là, je l'étais pas. Maintenant si.
Donc voilà, maintenant j'ai fait assez de recherches, on va pouvoir y aller. Et donc, voilà. En fait, en général, je fais des épisodes sur un coup de tête, dans le sens où j'ai une réflexion à la con, je me dis tiens, et si, et je cherche et je trouve plein de réponses complètement what the fuck, et du coup je fais des vidéos. Il y a toujours un épisode que je veux faire, je ne sais pas comment je vais le rendre YouTube friendly. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Voilà, j'ai creusé trop profond dans les méandres d'internet, et j'ai réveillé une bête. Ça concerne des éléphants, des trompes et des anus, et je sais pas comment je vais rendre cet épisode YouTube friendly, je sais pas comment je vais faire, je sais pas. Mais je vais devoir trouver. Voilà, ça va être particulier, ça c'est moi qui vous le dis. C'est super intéressant si vous aimez le caca. Bref, vous allez voir, c'est pas grave. Si, je vous jure que ça a un sens. Je vous jure que ça a un sens. Non mais c'est vraiment super intéressant, pour de vrai en plus. Mais c'est pas YouTube friendly. Les éléphants, non, si, c'est intéressant, mais c'est spécial. Et je suis tombé sur des rapports. Bref. Et donc ça, je sais pas comment je vais faire, mais l'épisode qui est censé arriver entre les deux, ça sera plutôt un mini-arrêt, donc un short, à mon avis. Ce sera sûrement un short d'1 minute. Je vais pas m'éterniser sur ce truc-là. Hein. Je pense que le public accepterait pas. Enfin, je dis le public, genre en général, mes meilleurs épisodes, ils font 1500 vues, donc 0, quoi. Mais voilà, déjà que j'ai pas beaucoup de vues, si en plus, les personnes qui viennent, non, bon. Voilà, donc on va faire un short, je pense. Mais voilà, donc ce sera un mini-arrêt, mais le arrêt prochain, le 6e du coup, sera un peu plus court que d'habitude parce que j'ai aucune énergie, que ma vie privée est compliquée, donc là je vais devoir baisser un petit peu les standards. Mais voilà, sur le montage, en l'occurrence, là je peux pas me permettre de faire des épisodes de 4 minutes montés intégralement avec mes pixel art, des images et tout, là ça commence à être beaucoup. Donc, on va devoir faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus léger, voilà, mais toujours très quali, n'est-ce pas? Du moins, je vais essayer. Mais voilà, donc la prochaine fois, on va parler. En fait, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. Hein. C'est sur la chaîne que le problème, on va dire, a commencé. À la base, je me demandais, c'est bizarre. Il y a plein d'animaux qui volent, et puis il y a ceux qui volent pour de vrai. Voilà, parce que les animaux qui volent entre guillemets, c'est plutôt des animaux qui planent en général. Oui. Et donc j'ai commencé à faire plein de recherches, mais c'est quoi réellement la différence entre le plan et le vol? Bon, je vois ce que c'est, merci, mais concrètement, en sens scientifique, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise qu'un animal vole ou qu'il plane? La limite est suffisamment floue que pour qu'on se pose la question, et bien sûr que j'ai trouvé une bébête, du coup, qui navigue un peu entre les deux, et enfin un genre de bébête, parce que c'est pas juste une espèce, c'est beaucoup plus large que ça. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça à dire, et puis il y a aussi beaucoup de questions à se poser sur comment cet animal fait pour faire ce qu'il fait. Et puis il va falloir s'attarder sur la bébête, parce qu'au bout d'un moment, il se passe juste trop de trucs trop chelous chez ces espèces-là que pour qu'on s'y intéresse pas. Mais voilà, du coup j'avais cherché, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé, enfin qu'on en est arrivé ici à chercher les infos sur l'outarde Cory, l'albatros hurleur, etc., et le condor des Andes. C'est parce que je m'étais renseigné, j'étais en train de me renseigner un peu sur les animaux qui volent, les plus grands, etc., et sur plein d'autres trucs. Et c'est comme ça qu'on est passé sur ces bébêtes-là, quoi. Et voilà. Bref. Et du coup, la fois dernière, on a découvert en live la myxine. Voilà. Et je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, honnêtement. Voilà. J'ai lancé parce que pourquoi pas. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'on fait aujourd'hui. Si mon PC me laisse le faire, déjà c'est pas dit. Donc vous voyez comment mon PC tremble là, c'est parce qu'en fait je suis sur j'ai mon PC j'ai un PC assis debout. Un PC assis debout, ouais, rien que ça. Un bureau assis debout. Le souci, c'est que j'ai pas les moyens de bien le visser. Du coup, il y a qu'une partie qui est... Voilà, donc il est quand même stable. Je fais ma cuisine dessus, je coupe mes légumes dessus. Donc rassurez-vous, tout va bien. Je mets une planche quand même au-dessus, hein, je suis pas débile. Bref, donc voilà, je peux faire à manger dessus. Donc c'est quand même bien, quoi. Mais évidemment, quand tu mets des trucs un peu... il faut savoir que le PC, là, il est pas posé sur le bureau. Il est sur un support qui le surélève. Et ça, c'est fait qu'il m'arrive à la bonne hauteur, c'est cool. Mais par contre, petit souci, c'est que du coup, ça... c'est de la physique, hein, c'est pas mon truc. Mais en gros, si vous mettez un truc sur un support long, ça fait que le poids qui est réparti au-dessus, il est moins bien réparti. Du coup, ça tangue à fond. Et si vous mettez encore le même système de tige avec un truc encore mis au-dessus,
bah, ça tangue à mort, quoi. Voilà. Du coup, le moindre mouvement du bureau fait bouger le support qui fait bouger le PC. Donc la base, elle est bien accrochée, évidemment, mais ça, c'est pas fou, là. Ça tient pas bien. Mais bon. Hein. Donc voilà. Mais du coup, je ne sais pas de quoi on parle aujourd'hui. Je sais pas encore, je sais pas bien. Donc écoutez, si vous avez des idées, moi je vais aller voir dans ma liste. Mais je sais pas trop encore. Hein. J'ai une qui gratte encore. Alors, elle est où ma liste? Là. Là, du coup, c'est pour un épisode en format court. Si vous saviez le nombre d'idées que je note. Mais mes notes commencent à être un fameux bordel. Hein. Ça commence à devenir compliqué de m'y retrouver. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un projet que j'ai pas le temps de faire maintenant. Ça non plus. Enfin, ça aussi. Bref. Ça, on l'a déjà fait. C'est le... Il faudrait que je l'enlève du coup. C'est... je sais pas si vous étiez là, l'article... Donc on a lu un article il y a 2-3 lives, donc quelques jours quoi, sur... Enfin une semaine, à peu près une semaine, sur un champi qui dissout l'or. Genre il dissout l'or quoi. Par effet d'oxydation, c'est un champignon qui est capable de dissoudre l'or pour s'imprégner de l'or, des traces microscopiques d'or qui se mélangent dans son corps, on va dire. Parce que le corps du champignon, c'est pas le truc qui sort, ça c'est l'organe reproducteur. C'est ça qu'on adore manger. On bouffe le gland aux champignons tous les jours, on adore ça. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Voilà. Enfin, en tout cas. Bref. Voilà quoi. En tout cas, je déguste des glands ce soir, ça c'est sûr. Donc, du coup, je disais... voilà, le truc qui sort, c'est l'organe reproducteur du champignon. Et le truc qui est en dessous, c'est le corps. C'est le réseau de racines, c'est pas des racines, parce que les champignons ne sont pas des plantes. Ce ne sont pas les animaux non plus, c'est pas un entre-deux non plus. C'est autre chose. Dans le monde vivant, il y a énormément de choses, mais on va dire, pour résumer... Sans parler des micro-organismes, des bactéries et compagnie, il y a les animaux, les plantes et les mycètes. C'est les champignons. Voilà. Et ils ont alors tout un lien de parenté, mais on va dire que les champignons ont autant de liens de parenté avec les plantes et les animaux que les plantes et les animaux ont de liens de parenté ensemble. C'est vous dire la différence entre les trois trucs, quoi. Donc voilà, je suis tombé encore sur... En fait, je regardais sur la chaîne de Maudit, la chaîne YouTube, une rediff où, après son live de lecture de sciences sociales, elle regardait un épisode de ses points sorciers, n'est-ce pas? Et je vois... Donc c'était un épisode entre guillemets spécial avec une grande dame dont j'ai oublié le nom qui faisait de la cuisine, là. dont tout le monde sur Internet connaît le nom, mais voilà. Paix à son âme. Et donc cette meuf-là qui nous dit, alors c'est pas un animal... c'est un végétal. Non. Voilà, mon cerveau qui explose à ce moment-là, j'ai envie de lui hurler dessus, la pauvre meuf qui a rien demandé, parce que je suis psychorigide, et oui, mais voilà, moi à ce moment-là, j'ai eu envie d'exploser. Mais bref. Ça m'a rendu fou. Et je me suis abstenu d'aller écrire dans les commentaires, en vrai, c'est pas nécessaire, hein. mais à l'intérieur, là, ça hurlait. Bref. Et du coup, oui, non, les champignons ne sont pas des végétaux, c'est pas des plantes. C'est pas les animaux, c'est pas des animaux. C'est des mycètes. Voilà. Parce que quitte à leur donner un nom de merde, autant en prendre un qui est compliqué. Donc voilà, du coup, tout le monde connaît les plantes, tout le monde connaît les végétaux, mais personne connaît les mycètes. Voilà. J'ai même entendu des profs en secondaire dire que les champignons sont des végétaux. Bref, j'ai envie de dire, faut faire un effort, hein, quand même. Pitié. Je veux bien que, bon, en vrai, nos connaissances sur le monde vivant s'élargissent encore et toujours plus, mais il faut avoir combien de siècles exactement pour continuer à croire en tant que prof, donc avec une éducation sur le sujet, que les champignons sont des végétaux. Ou alors c'est peut-être moi qui suis, on va dire, un peu trop à l'avance, enfin à l'avance.
C'est peut-être juste que moi, je me suis intéressé au sujet et que le sujet aurait été totalement délaissé par tout le monde et que du coup, j'ai une information que personne n'a. J'ai quand même du mal à y croire. Mais comment ça se fait que les gens sont si mal renseignés sur les champis? Je comprends pas. Donc voilà. Après, le fait que quand vous allez au magasin, par exemple, mettons Colruyt ou Carrefour, ça marche aussi. Quand vous allez chercher vos champignons, ils sont mis où? Dans le rayon légumes. C'est plus facile à conserver, non? Parce que le rayon légumes, c'est le rayon frais. Hein, souvent, dans le rayon légumes, vous avez du fromage aussi. Mais oui, mais sauf que du coup, ça facilite la croyance que les champignons sont des végétaux. Ça me pète les couilles. Franchement, j'ai un peu envie d'aller me plaindre à la direction du Colruyt pour dire non, ça dégage, c'est pas là, tu me crées un rayon champignons, s'il te plaît. Je suis pas sûr de comment ça va être interprété, ça, mais... Bref. Donc voilà. Et donc, le champi en question dont je parle là, en gros, la dernière fois, on a découvert un champi qui dissout l'or pour pouvoir... Donc, l'or qui est dans le sol. Pour pouvoir s'en imprégner, on va dire, avec des microparticules dissoutes bref, que voilà, l'or il est en morceaux dans le champignon, et comme ça, ça aide le champi, on sait pas encore trop pourquoi, à se développer. On sait pas encore trop pourquoi, mais c'est pas si étonnant que ça, parce que l'or, même si c'est un métal assez compliqué, un métal lourd, le champignon, on sait déjà qu'il a tendance, les champignons ont tendance à faire ça, donc utiliser à bénéficier de l'effet des métaux que ça a sur eux, pour le dire en bon français, pour mieux pousser, on va dire. Voilà. Mais on s'attendrait pas, a priori, à ce que ça marche avec les métaux lourds. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est ce qu'on a lu dans l'article de la fois dernière, du coup. Voilà. Et donc, il y avait déjà ça. Et donc voilà, ce champignon dissout l'or. Voilà. Ah, il en dissout une toute petite partie, mais il dissout quand même l'or. Et ça, c'est assez stylé. La boss du début, on en a parlé il y a longtemps. Ça fait quoi, 2 mois là? 3 peut-être? Un truc comme ça? Ouais. En fait, ça fait même plus que 3 mois, je crois. Julie Hébert. Alors, c'est un animal, mais... Qui est cette personne qui explique des trucs sur les espèces mal comprises par beaucoup de gens? Ça parle de suricate. Je vais aller voir. Est-ce qu'on en a déjà parlé? Je me souviens pas. C'est un article qui date du 20 octobre 2023. La vie secrète des animaux. Cette émission n'est plus diffusée. Mais laissez-nous les trucs qui nous permettent de nous renseigner, en fait, par pitié. Ah, bah oui, mais c'est à partir de cet article-là, justement, qu'on avait lu comment fonctionne la bosse du chameau et du zébu. Voilà. Alors, pour faire très très court, le zébu, il a une bosse qui lui permet de stocker son gras. Voilà. C'est pas plus que ça, a priori. Par contre, le chameau, c'est beaucoup plus stylé. C'est très très flou les croyances qu'on a, parce que c'est plus des croyances que des connaissances qu'on a sur ce qu'il y a dans la bosse des chameaux, dans les bosses des chameaux. Et c'est un peu compliqué. Donc le chameau, à la base, il a 2 bosses bien vues. Elles sont remplies de quoi? De gras. Mais c'est pas n'importe quoi comme gras. C'est du gras que les chameaux, contrairement aux zébus, ont la capacité de décomposer, si vous voulez, avec des enzymes, etc. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais en gros, ils ont des ciseaux moléculaires dans leur corps qui leur permettent de décomposer en tout petits morceaux microscopiques le gras qu'ils ont dans la bosse. Et ça leur permet de tirer le gras qu'il y a dans le gras. Donc c'est bien s'ils ont faim, en gros. Je résume, hein. C'est pas pour s'ils ont faim, c'est au cas où ils mourraient de faim, ils ont un truc pour tanker. Oui, mais le gras, c'est pas fait que de gras. Le gras, c'est bourré de flotte. Et c'est très bien quand t'es un chameau et que t'es en plein milieu du désert et qu'il fait à crever de soif parce que ça fait 3 semaines que t'as pas rencontré un point d'eau. Ça, c'est fort pratique. Du coup, leur corps, on va dire, va découper doucement et lentement une petite partie du gras qu'ils ont dans les bosses, pour pouvoir en récupérer l'eau. Comme ça, en plus de éviter de crever de faim, ça évite aussi de crever de soif. Et ça, c'est cool. Santé.
Et la caméra qui décèle encore une fois, yes. Youpi. Oui, je sais pas si on va pouvoir vraiment live aujourd'hui, hein, c'est moi qui vous le dis, là, ça paraît compliqué. Hein. Voilà, voilà. Bon, d'accord. Allô la cam, tu reviens? Pitié. Allez. Oui. Bon, je vais regarder ce que j'ai d'autre. Hein. Donc ça, c'est pour les chameaux. Ouais, c'est... Ouais, je suis pas sûr, non. J'hésite entre deux. C'est vous qui me dites, sinon c'est moi qui prends. Pourquoi les lamas crachent-ils? Je vous afficherai l'article sur mon PC s'il veut bien. Sinon, je pense qu'on va rester dans cette scène-là, parce que peut-être que mon PC arrivera mieux à la gérer. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être pas impossible qu'on n'ait pas l'article en fond. Et j'espère pouvoir trouver une solution. Voilà. Mais bon. Donc voilà. Pourquoi les lamas crachent-ils? C'est le sujet 1 de l'article qu'on va peut-être lire aujourd'hui. Ou 2. L'hippopotame mérite-t-il sa réputation d'animal redoutable? Parce que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais les hippopotames, même si ça a l'air d'être une force tranquille, faut pas les faire chier. Genre vraiment, vraiment pas. Voilà. C'est capable, factuellement, d'être vraiment très violent, mais manifestement, il y a moyen de creuser le sujet. Donc voilà, à vous de me dire si vous préférez les hippopotames ou les lamas. J'avoue que les deux m'intéressent, mais les hippopotames m'intéressent un peu moins que pourquoi les lamas crachent, parce que je me suis jamais posé la question, et que du coup maintenant j'ai envie de savoir. Voilà, donc y a moyen que je prenne ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre moi dans ma liste pour les prochaines fois? Le Gorgonepsien aussi, on en a déjà parlé, c'est un type d'animal type comme le Dimétrodon, si je me souviens bien. Là, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, c'est vraiment de mémoire et j'ai une très mauvaise mémoire. Ancêtre commun, mammifères et reptiles. C'est la note que je me suis laissée. Oui, donc c'est un lien avec les reptiles mammaliens. Je mets des énormes guillemets parce que l'appellation n'est plus bonne aujourd'hui. On considère que reptile mammalien c'est de la merde. Hein. Il faut oublier ce terme et utiliser les nouveaux que j'ai pas en tête et qui sont très très latins et pas du tout vulgarisés à ma connaissance. Donc je les retiens pas. Mais voilà. Et oui, donc les gorgonopsiens qui sont un peu l'ancêtre commun qui a séparé les reptiles et les mammifères, si vous voulez. Voilà, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, je rappelle. Hein. Les poissous s'adaptent. Je vais me faire très très vite parce que je ne peux pas le répéter à tous les lives, mais en gros, c'est un cousin des poissons, c'était plus des poissons. S'adaptent à la vie sur Terre. Sauf qu'ils ont toujours besoin de l'eau, donc ils trouvent des endroits où il y a des points d'eau, donc plutôt des forêts, là où il y a de l'eau, des marécages. Ça donne les amphibiens, type crapaud, grenouille, amphisbène, squamatlol et comment ils s'appellent ceux-là, j'ai oublié. Les espèces de vers, mais qui sont pas des vers du tout, hein, c'est des amphibiens type grenouille. Les gymnes, je sais plus quoi. Je sais plus. Bref, ceux-là. Ouais, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais en gros, c'est des serpents qui ressemblent à des vers de terre, mais qui sont des amphibiens, alors que les serpents sont pas du tout des amphibiens. C'est une description un peu aléatoire, mais je vous jure que c'est une très bonne description. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc, ça m'est rien fou. Rien fada. Attendez, je vais regarder dans ma liste. Et oui, parce que si vous tapez comme moi la commande Pokédex dans le chat, vous aurez le lien des bébêtes qu'on a vu en live, parce qu'on en a redécouvert 165. Ça fait beaucoup. Et j'en dresse une liste parce que, décidément, j'ai trop de temps libre. Alors, ça devait être au début... Les Céciliens, voilà. Du genre Gymnophiona. Voilà, c'est ça. C'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e bébête qu'on a découvert.
Et du coup, ceux-là, là, les Céciliens, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. On dirait des espèces de vers de terre, mais qui sont pas des vers de terre. Enfin, on dirait des serpents qui ont une peau de vers de terre, mais en fait, c'est les amphibiens. Voilà. C'est compliqué à vous décrire. C'est des serpents qui, en fait, sont des grenouilles, mais qui ressemblent à des vers de terre. Et c'est super intéressant comme truc, parce que, évidemment, comme c'est très chelou, et que, évidemment, le genre est très différent de son groupe, on va dire, ça crée pas mal de diversité. Il n'y a pas vraiment de transition, si vous voulez. Pour vous donner une idée, l'être humain fait partie des primates. Voilà. Il y a eu plein de trucs dans la lignée humaine. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule espèce, c'est nous, Homo sapiens. Mais il y a eu plein de trucs. Voilà. Sauf que tous ces trucs se sont éteints. Donc il y a eu plein de trucs qui ressemblaient de près ou de loin à ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle être humain. Mais c'est pas du tout représentatif de la lignée humaine, de l'humanité en soi. On n'est pas du tout le produit fini, il n'y a pas de produit fini dans l'évolution, représentatif de notre lignée. On est juste un des très nombreux résultats qui, par hasard, beaucoup, a survécu. Voilà, on a de la chatte, quoi. Et c'est tout. Mais sauf que, du coup, nous qui ne sommes que nous, et qu'il n'y a personne d'autre, on a en tête qu'un être humain, c'est forcément quelque chose qui nous ressemble. Mais imaginez 30 secondes que d'autres lignées humaines aient survécu. Eh ben, ça crée beaucoup de la diversité. Voilà. Les Céciliens, c'est un petit peu le même concept. Ils sont tout seuls. C'est un grand groupe avec plein d'espèces très variées, mais c'est le grand groupe qui reste. Voilà, si vous voulez. Là où nous, chez les humains, on est tout seul entre sapiens, les Céciliens sont tout seuls entre Céciliens. Ils n'ont pas de cousins qui feraient un genre de... qui ressemblerait à un genre de transition entre les grenouilles et autre chose. Voilà. Du coup, c'est grenouilles ou vers de terre. C'est toi qui choisis, en gros. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de statut transitoire, si vous voulez. Pareil pour les primates. J'utilise souvent l'exemple du aïe-aïe qui ressemble à tout sauf à un primate. Hein, on dirait un genre de souris traumatisée de la vie. Et pourtant, c'est un primate. Tout ce qu'il y a de plus primate, mais c'est un primate qui ressemble pas du tout à un primate parce qu'il est très, très lointain. Voilà. Dans le sens où c'est le dernier de son groupe qui lui-même, en tant que groupe, est le dernier de son super groupe, si vous voulez. Voilà. Donc c'est très, très chelou. C'est comme si, pour le comparer à l'être humain, l'Homo sapiens était la seule espèce dont on trouve encore des traces aujourd'hui vivantes, qui elle-même faisait la seule partie du groupe des hommes, qui lui-même était le seul membre d'un grand groupe encore plus large. Donc évidemment, c'est très 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 différent. Voilà. Ça crée énormément de trucs chelous. Ça devient très chelou. Ça devient très vite très chelou parce qu'on perd énormément de tentatives du vivant. Voilà. Bref. Du coup, le aïe-aïe est un truc qui a beaucoup évolué pour devenir quelque chose de très différent. Et ça se voit pas trop. Enfin, ça se voit à fond, mais on ne voit pas les étapes qu'il y a entre. Donc on passe d'un primate qu'on a l'habitude d'identifier en tant que tel avec tous les critères qu'on lui donne à un aïe-aïe qui ne ressemble pas du tout. Voilà. Et donc pour passer à tout ce bordel avec les primates, etc., il a fallu du coup, pour revenir à l'évolution, donc poisson, amphibien, reptile, oui mais il s'est passé un truc. Bon, les reptiles ont donné toute une chier de trucs, les dinosaures, les crocodiles et les oiseaux, et sûrement pas mal d'autres trucs, mais au moment de donner toutes ces lignées, il s'est passé un truc, ça s'est scindé. Qu'est-ce que ça a donné ? Eh ben, disons les gorgonopsiens justement, qui étaient un peu un genre d'ancêtre qui a permis la lignée beaucoup plus tard des mammifères. C'est nous les mammifères. Donc on vient plus ou moins des reptiles. C'est faux de dire qu'on descend des reptiles, je pense, mais on descend d'un cousin lointain des reptiles, qui était quand même très très fort lié, quoi. Et voilà.
Heureux. J'étais parti me moucher. Alors. Parce que du coup, j'ai pas vérifié le décalage son. Oula, le stream est très très buggé, je vois. Je vois bien, je vois bien. Il a pas encore cuté le fil du live. Ça m'étonne, ça un peu. Bref. Voilà. Parce que je m'attendais à ce qu'il fasse comme la fois dernière, à ce qu'il plante et à ce qu'il coupe le live en plein de morceaux. Mais non, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc voilà, tant mieux. Donc, on va parler du coup de l'article là dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les lamas qui crachent. Si mon téléphone veut bien. Là. Et donc le truc c'est... Julie Hébert. Non, Hébert avec un B. Explora TV. Lama qui crache. Si j'arrive à l'écrire. On va sûrement tomber dessus. Hein. J'espère. Sinon, il faut que je me retape tout l'URL, ça va être chiant. Oui, alors je trouve deux trucs. Un article de Radio-Canada et un article de Explora TV. On va pouvoir le lire du coup. Mais d'abord, si mon PC... Oula, pardon. Si mon PC veut bien, etc., on se sait. Générique. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je clique l'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de Spectre, le mec qui stream. Voilà pourquoi vous m'entendez pas. Allez. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Donc, problème son. Oui, non, ne se prononce pas. Est-ce qu'on a un décalage maintenant ou pas? Je me fais agresser par les mouches, au secours. Ah, maintenant c'est la caméra qui... Bah du coup, je peux pas savoir s'il y a un décalage son. C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir, mais là ça paraît tendu. Bon, je vous laisse clignoter quelques secondes et puis je reviens. Hein. Allez. C'est un peu long là quand même, hein. Oui. Ah, ça a l'air d'être reviendu. Est-ce reviendu? Bon, c'est marrant, vous n'avez pas de retard apparemment sur ma scène OBS, c'est écrit que vous n'avez pas de retard. Ça m'étonne un peu, j'avoue. J'avoue, ça m'étonne, je m'attendais... En fait, rien ne se passe comme l'année dernière, c'est plutôt bien. Voilà. Mais ouais, ça me... En vrai, si c'est juste ça, c'est pas si grave, je peux quand même streamer, mais... Pour l'instant, il fait pas encore trop chaud. Il fait combien, là? Trop chaud pour moi, mais pour le PC, je ne sais pas. Il fait... Merde. Il fait merde partout. Il fait... Il fait 25 degrés avec du soleil. Je suis en train de fondre et manifestement mon PC aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand il en fera 35? Je sais pas. Voilà, ça qui m'inquiète un peu. Et voilà. J'essaie de voir s'il y a un décalage son. Avec du soleil. Je suis en train de fondre, manifestement mon PC aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand il en fera 35? Là, il semblerait que mon son soit encore un peu trop en
et Neves. Si je lui mets 2000, non 2000, pas 20. Pareil, hein. Et oui, parce que sachez-le, je suis aussi allergique au pollen, parce que j'ai pas de chat. Donc, voilà, très bientôt, il me faudra arrêter de respirer. Et puis surtout, bah, ça veut dire mettre un masque. Hein. L'année dernière, j'avais l'air très très con, mais mine de rien, ça marchait un peu. Donc je pense qu'on va devoir faire ça, on va devoir remettre un masque, tel l'époque du Covid, n'est-ce pas? Parce que mine de rien, ça bloque le pollen. Et oui, en plus j'habite à côté d'une forêt, donc... Je sais pas pour combien de temps encore, mais... Pour l'instant, c'est encore le cas, donc il va me falloir un masque. Donc voilà. Bon, et si j'enlève mon décalage son? Si on fait comme ça, là, c'est mieux ou pas? Who knows? Vous avez quand même un certain décalage, hein, j'ai l'impression. D'accord. Bon, là, j'ai 45 ans d'avance. Bon, c'est reparti. On va se faire chier avec le décalage son. Et je fais 1500. Parce que 1500, c'est mieux. C'est pas trop. Peut-être que 2000, c'est pas assez, en fait. 500, hop là. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, là, quand même, mais bon. Et si je vous mets 45 minutes de retard, est-ce que ça se synchronise? On ne sait pas. Non, là, ça a l'air trop. Bah, du coup... Elle a raison. Des fois, je prends des antihistaminiques parce que je sens que je vais asphyxier dans 2 minutes, là. Je pourrais plus respirer de nouveau. Ah. Donc je disais, décidément. Là, je lui ai laissé un peu de temps, du coup, pour se décider. Est-ce qu'il préfère 2000 ou pas? Qui sait? Qui sait? Ça rame à crever, hein. Là, mon son est trop en retard. Bah, je vais le mettre à 500, alors on va diminuer jusqu'à l'accepte. Mais quand je l'ai fait à 1500 tout à l'heure, il voulait pas. Rappelez-vous, hein, sur OBS, vous pouvez faire 45 fois la même chose, ça ne donnera pas 2 fois le même résultat. Parce que les lois de la logique ne sont pas respectées sur OBS. Il s'en bat les couilles. Voilà. Bon. Je sais pas trop, je sais pas trop. Ça rame tellement que je peux pas savoir en fait. Hein. Le son est toujours trop tard.
Pourquoi pas? Si je le mets à 1000, on va faire progressivement, hein, on finira bien par trouver. Ça va arriver, ça va venir. Je l'espère en tout cas, sinon c'est chiant. Là, il a l'air de doucement rattraper le retard. Progressivement. Je ne sais pas trop. En fait, j'ai l'impression qu'il met 8 semaines à se recaler. Donc forcément, c'est long, quoi. Ah, je crois que c'est bon. Ça a l'air bon, là. Ouais, c'est bon. Ok. On va lire l'article. Si j'y arrive. Alors, là. Ici. Bien. Pourquoi ça crache un lama? Alors, toujours du coup de Julie Hébert, du zoo de Granby. L'article a été écrit le 29 septembre 2023 pour souligner la 3e saison de la série documentaire La vie secrète des animaux qui n'est plus diffusée. Si vous la trouvez ailleurs, n'hésitez pas à me le dire quelque part via des nombreux contacts que vous avez pour me contacter. Je suis intéressé de savoir. Donc vous pouvez me MP sur mes réseaux, vous pouvez m'envoyer des MP ici sur Twitch. Pareil, YouTube, etc. J'ai aussi la suggestion box sur Twitch. Une extension, vous pouvez écrire des messages. Et j'ai une adresse mail pro. Voilà, qui est écrite sur Twitch. C'est spectcontact@gmail.com. Non, si, je sais plus. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. C'est spect, donc mon pseudo, SPAECT, contact, en un mot, et sans E, @gmail.com. Voilà. N'hésitez pas à envoyer un mail par là si vous avez des envies de collab, des trucs à me dire ou voilà. Cette semaine, donc, Julie Hébert s'intéresse aux lamas et à leur surprenant crachat dégueulasse. Superbe photo. Si, comme bon nombre de personnes, vous avez grandi en feuilletant les bandes dessinées des aventures de Tintin, vous êtes donc raciste. Bref. Allez, vous êtes probablement familier avec l'image du capitaine Haddock qui se fait copieusement arroser par un lama buté dans l'album Tintin et le Temple du Soleil. Alors, bon, pour le coup, je ne suis pas raciste. Je peux pas le formuler comme ça. J'ai lu les BD Tintin. Voilà, on va partir comme ça. Et... je me souviens pas de ça. Il y a que moi ou... Je sais pas. Allez. Le volume de liquide qui est balancé à la figure du malheureux capitaine est certes nettement exagéré, mais cette fiction dépeint bel et bien un comportement véritable de l'herbivore sud-américain. Cracher n'est toutefois pas l'apanage du lama, c'est une stratégie utilisée par l'ensemble des camélidés, du dromadaire jusqu'à l'alpaga. Donc tous ces trucs qui ressemblent à un mix entre une chèvre et un cheval. Et l'objectif premier d'un tel comportement, c'est quoi? Créer la surprise. Ah, ça marche! Je pense que ça marche! Ah, ça a l'air dégueulasse, quoi. Quelle horreur. Cracher au visage de son vis-à-vis. Généralement un membre de sa propre espèce. Donc pas trop chez nous apparemment, sert d'abord et avant tout à surprendre, à stopper net le comportement en cours. Il s'agit d'une manière pour le quadrupède de signaler à ses congénères son irritation, son mécontentement. Est-ce qu'on préfère pas un petit coup de patte de la part de notre chat? Moi je demande. Je déteste, hein. Voilà, moi je déteste quand mon chat me met des coups de patte. Mais en vrai, je crois que je préfère ça. Par exemple, durant la saison de la baise, une femelle crachera sur un mâle insistant dont elle ne souhaite plus les avances. N'hésitez pas à faire pareil dans la rue. Et puis surtout, les bouffons qui poursuivent les gens dans la rue, genre le faites pas. Mais bref. Sinon, sachez qu'elles vont vous cracher dessus. En tout cas, chez les chameaux, c'est comme ça qu'on fait. Cracher fait également partie des tactiques d'intimidation entre les mâles. Un outil qu'ils utilisent afin de gagner leurs droits sur les femelles. C'est aussi une manière de remettre à sa place un congénère qui s'approche un peu trop de sa nourriture. Règle générale, vu la composition de la mixture qui est reçue en plein visage, le message est reçu 5 sur 5.
Le camélidé ne se limite pas à la salive présente dans sa bouche. Oh non. Ah, ça va. Enfin non, c'est dégueulasse, mais je m'attendais à autre chose de pire. L'animal régurgite plutôt le contenu de son estomac. Voilà pourquoi le contenu a l'air si jaune. Qu'il propulse avec force jusqu'à 10 mètres de distance, la vache. Je pense que même le plus gros bolos de liège ne saurait pas faire ça. La manière d'éjecter la soupe digestive peut varier selon l'intensité et l'intention et la distance à laquelle se trouve le destinataire. Et il vise en plus, attention. Il s'agit d'un jet direct plus concentré ou d'une pluie fine qui arrose plus largement l'auditoire. J'espère que vous êtes content que je vous donne tous ces détails, hein, en tout cas. Dans tous les cas, les destinataires restent couverts d'une mixture nauséabonde composée de liquide gastrique et de débris végétaux, partiellement digérés. Bon appétit. Projetée dans les yeux et les narines, cette substance peut causer d'importantes irritations. Nickel. Des signes à surveiller. Avant d'en arriver à ce coup de semonce acide et malodorant, les camélidés ont différents outils pour communiquer leur inconfort et on les en remercie. Ainsi, éviter cette option radicale peu ragoûtante. Perturbé, dérangé ou agacé, le lama aura tendance à coucher ses oreilles vers l'arrière et à souffler intensément l'air par ses naseaux pour signifier qu'il souhaite qu'on lui foute la paix. Si on ne saisit pas le message, l'animal pointe alors le menton et tend le cou vers l'avant avant de projeter sa mixture dégueulasse en une fraction de seconde, sans plus de cérémonie, et il a bien raison. Habituellement, les camélidés ne crachent pas sur les humains. En revanche, les animaux d'élevage qui partagent une étroite proximité avec ces derniers peuvent en venir à considérer les bipèdes comme faisant partie des leurs et leur réserver les mêmes finesses. Traduction, si vous mettez des chameaux et des vaches dans le même endroit, il se peut qu'à force, les chameaux commencent à se sentir un peu trop entre potes avec les vaches et agissent comme si c'était les chameaux. Domestiqué depuis près de 6000 ans, le lama est un animal considéré docile et attachant, sociable, patient et endurant. Son premier choix d'intervention n'est pas l'agression. Il va pas vous cracher à la gueule si vous le faites un petit peu chier, il va d'abord vous montrer d'autres signes qui font que ça lui plaît pas. Mais dépourvu de cornes ou de sabots pour s'imposer, le placide camélidé a manifestement trouvé un moyen à toute épreuve pour signaler que, de son point de vue, c'est assez. C'est intéressant. Franchement dégueulasse, mais c'est intéressant. Moi, je trouve. Et alors, du coup, l'article de... C'est où? De Radio-Canada. Des camélidés qui s'expriment en crachant. Donc ça, c'est encore... c'est la même personne qui parle. Hein, c'est Julie Hébert, biologiste et spécialiste au contenu. Spécialiste au contenu. Bon, bref. Aux eaux de Granby. Un truc, ça se prononce plus ou moins comme ça. Devant l'habitat des lamas. Les lamas sont bien connus pour leur habitude de cracher lorsqu'ils sont contrariés. Ce comportement existe d'ailleurs chez tous les camélidés. Ça non plus, moi je le savais pas en tout cas. Je pensais que c'était vraiment propre aux lamas. Gino Harel s'est rendu aux eaux de Granby pour tenter de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles les camélidés ont recours à cette manière saisissante d'exprimer leur mécontentement. Merde, c'est un truc qu'il faut forcément écouter, je crois. Ah bah c'est mal barré, je vais difficilement pouvoir faire ça. Parce que là, je vous rappelle que mon PC, il est en train de crever en fait. Donc ouais. J'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir lire le truc. Bon, je vais pas vous le montrer, mais voilà, ça s'appelle... C'est ce truc-là? Je suis pas sûr que c'est ce truc-là. Voilà, du coup c'est ça. De toute façon, je vous ai dit, hein, je mets les rediffs des lives sur YouTube et je mets les liens qu'on consulte en live. Donc vous pourrez aller voir ça, ou l'écouter plus exactement. Parce qu'a priori, c'est plutôt une question d'écoute. Voilà. Et il y a moyen, comme vous le voyez ici, d'aller voir l'épisode complet. Du coup, même si le truc a arrêté d'être diffusé, il semblerait que ce soit quand même accessible à certains endroits. Voilà, voilà. Après, c'est pas, je pense, c'est pas les épisodes dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont plus diffusés, c'est la biologiste qui a été faire du contenu ailleurs, quoi. Bref.
Je vais voir si on peut pas trouver autre chose. En vrai, c'est un petit live aujourd'hui. Hein. Je pense que je vais déjà pas tarder à m'arrêter parce que je suis mort de fatigue. Je vais être honnête. Mais on a encore un ou deux articles à lire, donc on va aller voir ça. On va aller voir ceux-là. Ah, quelle horreur. Pourquoi les lamas crachent-ils? De Paul Moore, le 18 septembre 2021, posté sur le site Super Lama. Quel nom merveilleux. Connaissez-vous les camélidés? C'est une famille de mammifères qui comprend deux espèces domestiques, le lama et l'alpaga, et également deux espèces sauvages, le guanaco et la vigogne, que je sais pas ce que c'est. Vigogne, ça m'évoque plutôt un piaf, mais apparemment non. C'est des camélidés. Malgré les caractéristiques communes entre ces quatre camélidés, ils sont notablement différents les uns des autres. Cependant, nous allons principalement parler de l'attitude corporelle propre au lama. Le comportement, finalement, quoi. Le lama est un camélidé particulier de l'Amérique du Sud. Quelques rappels historiques et anatomiques pour bien comprendre le lama. C'est un animal assez chelou. Il y a plusieurs années avant Jean-Claude, celui-ci a été transformé en espèce soumise par l'exploitation humaine. Était domestiqué, quoi. En effet, les lamas sont principalement utilisés comme une bête de somme, c'est-à-dire les hommes, plus précisément ceux de la préhistoire, bon ce terme il semble qu'il est un peu à chier, leur faisaient porter des paquets ou des marchandises afin de leur donner un coup de main. Heureusement qu'ils sont très costauds, car ils arrivent à supporter le poids de 2 enfants. De plus, ils peuvent marcher de très longues distances. Par ailleurs, cette famille de camélidés est également d'une grande importance pour les pays sud-américains, surtout envers leur secteur économique. Effectivement, le lama produit de la viande, des engrais, des peaux, ainsi que des cuirs pour les activités artisanales. Son utilité est multiple, la viande de lama nourrit l'homme super, la laine le réchauffe et l'engrais est naturel. Tout ça. Et une autre caractéristique du lama, qui fait aussi ses différences, c'est la couleur de sa fourrure. Elle peut être blanche, noire, grise, brune, quelquefois tachetée. Néanmoins, ce n'est pas ce coloris qui est le plus important, c'est le fait que sa fourrure est laineuse qui fait de la laine. C'est pas juste des poils, quoi. Effectivement, nous savons tous que la laine est une matière idéale pour confectionner des vêtements et des couvertures. L'étonnante expression des lamas. Il est vrai que les lamas ont des attitudes difficiles à décrypter. L'astuce pour l'identifier, c'est d'observer attentivement sa queue et ses oreilles. Après tout, il a de longues oreilles fines s'incurvant vers l'intérieur et une queue qui est suffisamment courte. Il est détendu, attentif, agressif, soumis. Bah du coup, faut savoir, non ? Voilà, ça c'est le truc sur la BD raciste. Allez. Alors c'est pas spécialement celle-là qui est raciste, mais il me semble qu'il y a quand même une culture dans les BD Tintin qui est d'un autre temps, voilà. Hein, bref. Comment le lama fait-il pour cracher son truc dégueu? En effet, il claque abondamment la langue jusqu'à ce qu'il obtienne une quantité abondante de salive dans sa bouche. Il prend position, autrement dit, il gonfle les joues et fait sortir le crachat de sa bouche dégueulasse. Le plus étonnant, c'est que la salive peut se projeter à une distance de 3 mètres. Alors oui, mais sauf qu'on sait aussi maintenant du coup que c'est pas seulement la bave, ça se mélange aussi à un rejet gastrique, qui crache une partie de ce qu'il y a dans leur estomac. Seulement à titre d'information, cet animal ne crache généralement, on va rajouter généralement, c'est pas écrit mais c'est ce qu'on a vu sur l'autre site, que sur ses semblables. Il ne crache sur l'homme que lorsque ce dernier l'agace profondément. Ne pétez pas les couilles au lama, merci. Ni les ovaires, ni rien du tout. Il peut aussi frapper, mais dans l'ensemble, c'est un animal très docile et très doux. Pas de panique donc, n'ayez pas peur de recevoir un crachat de la part d'un lama ou d'un alpaga, et ils seront très heureux de recevoir vos tendres caresses. S'ils aiment pas, faites toujours gaffe à ce qu'ils inclinent pas les oreilles vers l'arrière. On sait jamais. N'hésitez pas à leur donner quelque chose à manger pour qu'ils se sentent rassurés. Alors oui, ça dépend du contexte, hein. On ne donne jamais à manger à un animal sauvage. On ne donne jamais à manger à un animal qui n'est pas domestiqué par vous-même. Hein. Donner à manger à votre chat, c'est normal. Donner à manger à un animal qui est dehors, c'est pas normal. S'il a l'article de la mort, évidemment, aidez-le par pitié. Mais allez plutôt l'aider en l'envoyant chez un veto, par exemple. Ce genre de choses. Bref. Voilà.
Et même dans le cadre des zoos, vous ne nourrissez qu'avec l'autorisation et la nourriture proposée par le zoo. Vous lui filez pas votre bouffe. C'est pareil que pour les canards, on leur donne jamais du pain, par exemple. Voilà, il y a une grosse croyance qui est qu'on peut donner à peu près n'importe quoi aux canards, surtout du pain, alors que voilà, parce que c'est ce qu'on a sous la main et que c'est un vieux truc. Voilà, hein, moi en tout cas, mes grands-parents à part une famille, m'ont beaucoup, ils sont presque tous morts, cette croyance de pouvoir leur filer à peu près ce qu'ils voulaient. C'est pas comme ça que ça marche, voilà. Le pain, ça tue les canards, et quand ça les tue pas, ça n'arrive pas si souvent que ça les tue, mais bon quand même, quand ça les tue pas, ça leur fait vraiment pas du bien. Arrêtez de donner du pain aux canards. C'est vraiment pas bien, vous leur faites du mal, c'est de la maltraitance. Voilà, merci. Alors pourquoi je le sors pas de mon cul, hein, donner du pain aux canards, c'est pas bien du tout, parce que le pain n'est pas du tout fait d'une manière qui correspond aux intestins des canards. Traduction, ça gonfle beaucoup. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens chez nous, au sein de notre propre espèce, n'arrivent pas à digérer le pain. Oui, parce qu'on a l'art chez notre espèce de faire de la nourriture qu'on n'arrive pas à digérer. On adore faire ça. Et du coup, voilà, le pain gonfle. Chez nous, c'est moins grave, on va dire. Chez le canard, qui est infiniment plus petit, c'est compliqué. Il existe, parce que je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, donc j'ai cherché un canard qui fait un peu moins d'1 mètre de longueur, je crois. Ça reste tout petit par rapport à nous. Oui, c'est la plus grosse espèce de canard que j'ai trouvé en tout cas. Je saurais plus vous dire son nom, je peux peut-être essayer de rechercher là. Mais voilà, en tout cas, ne donnez pas de pain aux canards, ça leur fait du mal. C'est pas que ça leur fait pas du bien, c'est que ça leur fait du mal. Ça va gonfler dans leurs intestins, ça va les empêcher de digérer, les empêcher de s'alimenter correctement, et surtout, ça va les troubler dans leur comportement. Donc ne faites pas ça, c'est pas bien. Par contre, renseignez-vous, parce que je n'ai pas la science infuse, même si parfois j'aime bien avoir cette impression-là, que voilà, renseignez-vous sur comment on nourrit un canard, mais globalement, un truc que les canards aiment bien, c'est les légumes. Ça dépend lesquels, donnez pas n'importe quoi aux canards, un légume, selon l'espèce, ça peut être mortel. Voilà, hein. Rappelez-vous, pour ceux qui ne sauraient pas, les lapins et les carottes, on ne donne pas de carottes à un lapin, jamais. Voilà, on n'en donne pas, parce que c'est super dangereux. Et alors, le fait vraiment le plus important dans le fait de donner une carotte, le plus dangereux dans le fait de donner des carottes à des lapins, c'est de leur donner que ça. Les lapins ne peuvent pas tirer ce dont ils ont besoin dans les carottes. C'est comme si je vous donnais du chocolat, en très très light. La carotte n'a pas l'effet que le chocolat a sur nous, mais c'est comme si je vous donnais ce truc-là. Ça n'a aucun apport nutritif pour le lapin, ou en tout cas très très peu. Donc voilà, si vous passez vos lapins uniquement au régime purement carotte, c'est comme nourrir un chien avec uniquement des radis et des brocolis. Vous allez le tuer, voilà. Donc ne faites pas ça. Les lapins, comme pratiquement toutes les espèces de la planète, mangent varié. Il y a très très peu d'espèces qui mangent pas varié, et vous remarquerez qu'elles digèrent généralement pas très bien. Voilà. Hein, le lapin, le panda, le koala, etc. sont autant d'espèces qui... c'est pas fou. Niveau digestion, remarquerez quand même. Et c'est clairement pas le seul souci. Voilà, donc alimentation variée, ça vaut pour les humains aussi. C'est chiant, mais voilà. Surtout quand on a des TCA, hein, croyez-moi, je vous comprends. Mais voilà. Alimentation variée, et puis bah, des légumes. Hein. Et puis, voilà. Des légumes, des fruits, des racines, tous ces trucs-là. Et alors, je voulais chercher le nom de l'espèce de canard énorme que j'avais trouvé. Il s'agit de... Alors, je ne sais pas si c'est le canard musqué ou le canard à ailes blanches. C'est pas la même espèce. Il y a le canard musqué domestique, parce que le sauvage, c'est pas la même espèce, enfin, c'est pas pareil. Oh! J'ai pas vu qu'il y avait un message dans le chat. Attendez, j'arrive, je reviens. Hop. Bonjour, Ayou. Comment ça va? Bonjour, bonjour. J'essaie de... Là, on se renseignait sur le crachat des lamas, c'est un peu dégueu. Et après, on va... Enfin là, j'essaie de retrouver dans mes notes quel est le plus gros canard que je connaisse. Parce que j'étais en train de parler de l'alimentation chez les canards. Et ouais, je sais plus si c'est le canard musqué domestique
ou le canard à aile blanche, mais en gros, ils font entre 60 et 80 cm de long pour environ 3 à 7 kg, ce qui est quand même pas dégueulasse, hein, on va être honnête. C'est des très gros canards. Voilà. C'est les plus grosses espèces de canards que je connaisse. Ok, cool. Et oui, c'est des gros canards, quoi. Et donc le lama, pour revenir au lama, parce que je t'entends pas du lama, ce que je disais, ça. Et oui, donc le lama, bon, c'est un peu dégueu, mais en gros, bon, déjà, il crache généralement pas, c'est assez rare, à part entre ses potes et lui-même, mais c'est tout. Quand même, oui, ça fait gros le canard, hein, on est d'accord. Et donc le lama, quand il crache, généralement, il crache... Donc il crache sa bave, mais il crache pas que sa bave. Il crache aussi ce qu'il a dans l'estomac. Voilà, c'est un peu dégueu. Généralement, il le fait pas. Il y a des signes quand même qui nous donnent pour comprendre qu'on lui casse les couilles. Donc genre, il incline ses oreilles vers l'arrière et il fait un truc avec sa queue, mais j'ai oublié quoi. Et du coup, si le lama couche ses oreilles vers l'arrière, moi je serais toi, je le laisse tranquille. Voilà. Il peut viser jusqu'à 10 mètres. C'est vénère quand même, je trouve. Quand même, quoi. Donc, oula, je vois que là, c'est compliqué sur OBS. Tout mon PC est en train de crever. Oui, c'est l'été, donc c'est compliqué pour mon PC. Mon PC est bouillant constamment, donc à tout moment, le live plante, hein, malheureusement. Mais ouais, voilà, là, la caméra, elle plante. Voilà. C'est chiant, mais ça va arriver, quoi. Ça va arriver de temps en temps. On espère pas trop. Sinon, c'est un petit peu emmerdant. Mais oui, parfois, il y a des petits soucis. Parce que mon PC surchauffe, donc parfois, il y a des petits soucis avec la caméra. C'est comme ça. Ça casse un peu les couilles. Mais voilà. Donc parfois, vu l'été, là, mon PC surchauffe. Et du coup, c'est un peu chiant. 10 mètres, le sniper. Effectivement, oui. On a vu des poissons qui étaient encore plus vénères que ça. Enfin, ça dépend, proportionnellement. C'est des poissons qui font environ 20 cm maximum de diamètre. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il est dans la liste des espèces qu'on a redécouvertes. On a découvert 165 espèces en live. Enfin, on a lu des articles dessus. C'est que des espèces cheloues. Et c'est le poisson... Alors, pas sniper, c'est un tireur d'élite, je sais plus quoi. Le poisson archer à bande noire, je crois. Ou à rayures noires, je sais plus. Et celui-là, il peut tirer depuis sous l'eau jusqu'à 2 mètres au-dessus de la surface en crachant de l'eau pour abattre des insectes qui fait tomber dans l'eau. Et puis du coup, quand ils sont dans l'eau, ils savent plus voler. Et après, ils les gobent. Et en plus, c'est super bien prévu parce que le poisson en question vit en banc, il vit en groupe. Du coup, il attend que l'insecte se rapproche suffisamment de lui et pas assez de son pote pour pouvoir tirer dessus. Parce que si c'est pour faire de la bouffe à son voisin, ça sert à rien. Donc ils tirent dans un rayon très précis autour d'eux, en faisant bien gaffe à ce que le pote d'à côté puisse pas se jeter sur la bouffe d'abord. Enfin, c'est super prévu. Et alors, ils ont un réseau de neurones qui prend à lui tout seul en charge le tir. Donc voilà, pendant tout un temps, on a cru que c'était instinctif, etc. Mais en fait, c'est une gigantesque preuve d'intelligence au sein du monde vivant. Ça me fait un peu les couilles quand les scientifiques parlent d'intelligence comme ça en essayant de la mesurer, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui se mesure en vrai. Mais bon. Ah oui, j'ai vu le poisson. Et ouais, c'est très très impressionnant à regarder ce truc-là. On a vu les vidéos du poisson sniper. Quand je pouvais encore en afficher, là avec l'été ça va plus être possible, là mon PC surchauffe tout le temps, donc voilà, j'ai la caméra qui plante. Mais bref. Mais ouais, c'était assez impressionnant. Tirer à 2 mètres depuis sous la flotte, quoi. Enfin, moi je trouve ça un peu fou. Et donc il y a tout un réseau de neurones qui fait qu'il gère ça consciemment, quoi. C'est ces neurones qui gèrent ça super vite. Donc c'est un petit peu fou. Voilà. Oui. Et alors, ouais, je peux retrouver le nom de l'espèce que j'ai fait apparaître ma liste il y a pas longtemps, donc je peux retrouver, mais ça fait un moment qu'il est passé. Je te dis, en fait aujourd'hui, bon, avec le lama, techniquement on peut compter 166, mais on n'a pas vraiment couvert le lama dans l'ensemble, donc je vais pas le rajouter. Mais peut-être par là, non, c'est avant. La formule de fusil. Le Kaluta. Je sais pas si je pourrais le trouver comme ça en vrai. Le Jipette barbu. Je suis pas sûr de pouvoir le trouver comme ça.
L'argonaute voilier. Ah, c'était peut-être par là? Non. Ouais, non, je suis pas sûr de pouvoir le trouver. Hein. Gna, gna, gna. J'avais oublié qu'on avait découvert le serpent pénis. Oui, ça existe. Voilà, je suis quelqu'un de simple. Moi, je vois pénis dans une liste, ça me fait rire. Non, je le retrouve pas. Hein. Ouais, non, je saurais pas la retrouver comme ça. En vrai, 165 espèces à fouiller, vas-y. Ça va être un peu compliqué. Hein. Cassandre-Pierre, non, on a déjà vu à ce moment-là. Bon, je sais plus. Bref. Voilà, voilà. Et alors, pour revenir au lama, du coup, ce truc... Ah. Gna, gna, gna. Oui, donc il gonfle les joues de sa bande. Donc le lama, il tire sur 10 mètres. Là, sur ces sites-là, c'est écrit 3 mètres, mais c'est écrit par je sais pas trop qui. Alors que là, c'était... ouais, selon donc, la biologiste Julie Hébert, c'est sur 10 mètres. Est-ce qu'on a lu ça? C'était pas loin. Ouais, ça doit être au-dessus. Ou alors c'était le site à côté, peut-être celui-là. Oh, je sais plus. Bref, de toute façon, il y aura la rediff sur ma chaîne YouTube. Donc je mettrai les liens. Ce sera plus facile à trouver. Moi aussi, mon humour est détruit. Mais oui, mais c'est rigolo les pénis. Enfin, moi, ça me fait rire. Et oui, donc là, il précise, en gros, le lama, généralement, ne crache pas sur l'être humain. Par contre, on a vu qu'il avait tendance, quand on le met en groupe avec d'autres espèces, comme des vaches, etc., il a tendance à considérer les autres espèces un peu plus proches de lui et un peu à les assimiler à son groupe. Sauf qu'au sein de son groupe et donc de son espèce, avec d'autres lamas, il a tendance à se cracher dessus un peu plus facilement apparemment. Et sauf que là, du coup... là, du coup, il y a des vaches qui s'en prennent plein de pif alors qu'elles ont rien demandé, quoi. En gros. Mais a priori, tant qu'on n'emmerde pas trop, il est ok. Donc oui, il disait n'hésitez pas à leur donner quelque chose à manger pour qu'ils se sentent rassurés. Je suis pas du tout d'accord là-dessus. Ça dépend du contexte. Si vous êtes dans un endroit où vous avez la permission de les nourrir et qu'on vous donne du contenu pour de la bouffe pour les nourrir spécifique, alors oui, mais jamais donner à manger à un animal déjà qu'on connaît pas, surtout pas s'il est sauvage en plus. Jamais. Et c'est pour ça, quand t'es arrivé, justement, je parlais des canards, c'est pour ça. J'ai expliqué que, par exemple, donner à manger aux canards, c'est une très mauvaise idée, parce que beaucoup de gens ont la croyance que donner du pain aux canards, c'est bien, alors que c'est une catastrophe pour eux. En fait, ça les rend malades et parfois ça les tue, donc faut pas le faire. Parce que le pain gonfle dans leurs intestins, parce que le pain n'est pas fait pour être bien digéré par les canards, déjà qu'il n'est pas fait pour être bien digéré par nous-mêmes. Donc voilà, chez nous déjà, il y a plein de gens qui supportent pas le pain et qui ont du mal à le digérer. Chez les canards, c'est pire. Donc eux, ça bloque leurs intestins, carrément, parce que ça gonfle. Donc c'est un problème. Et à chaque fois que je vois, quand je sors dehors ou quoi, ça arrive vraiment, mais bon. Chaque fois que je vois dehors, près des parcs ou quoi, qu'il y a plein de pain qui traînent partout par terre, et que je vois des canards se jeter dessus, ça me fait un peu de la peine. Je vais pas aller leur prendre le pain, ça sert à rien. Mais ouais, je sais déjà qu'ils vont tomber malades, en fait, c'est pas cool. Ah, bref. Ouais, je suis vraiment pas sûr d'où sort ce truc. Ça, je vais pas vous le filer. Ça, c'est non. Et alors, dernier article, pourquoi le lama crache-t-il? Par Marine Ceste, je sais pas. Bon, ah oui, ils arrêtent pas de parler de Tintin dans les articles. Dans la BD, il y a le capitaine Haddock qui se fait cracher à la gueule par un lama. Du coup, tout le monde en parle tout le temps. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre base qu'une BD raciste, j'ai envie de dire, tu vois? On pourrait, moi je pense. Vous êtes-vous posé la question de savoir d'où le lama avec sa tête si mignonne tient ce drôle de comportement de cracher comme un gros dégueulasse? Comme la plupart des gens qui habitent à Liège, finalement. Bref.
Originaire de l'Amérique du Sud et des Andes où il a été domestiqué, le lama appartient à la famille des camélidés, au même titre que les dromadaires, etc. Ça, on l'a vu 45 fois, je pense qu'on peut avancer. Est-ce que le lama crache pour éloigner les prédateurs ou pour protéger ses petits? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lama est un animal bien élevé qui crache pas au nez et à la barbe de n'importe qui. S'il ne se gêne pas pour cracher sur d'autres animaux... Ah, il y a des musiques de Splatoon 2, et oui, il y a des musiques en fond. C'était un bordel de régler les musiques parce qu'à chaque fois elles étaient trop fortes ou pas assez, donc là maintenant je les laisse comme elles sont là. Mais du coup parfois on les entend pas très bien, parfois on les entend mieux. Mais oui, j'ai fait une grosse playlist, une giga compile pour mettre tous les sons d'un coup. Et du coup là c'est parti pour une compile de 1h25 là. Hop. T'habites à Liège? Alors j'habite pas loin. Voilà, je dirais pas exactement où j'habite, mais j'habite en Belgique, pas loin de Liège quoi. C'est vraiment une ville dégueulasse. Quelle horreur, Liège. Bref. S'il ne se gêne pas pour cracher sur d'autres animaux, il vise rarement les humains. Bah ça dépend, on a vu, ça dépend les animaux sur qui il crache, ça dépend. Car à la différence de nombreux de ses compères ruminants, le lama ne possède ni cornes ni sabots pour se défendre, donc il trouve une autre solution. Quand il est agacé, le lama envoie un premier avertissement constitué d'un jet de salive. Si ça suffit pas, il opte pour un deuxième crachat bien plus conséquent. Ah, là on a plus de détails. Fait à partir d'une régurgitation de son estomac et composé des restes de ses repas et de suc gastrique. Donc en fait, il fait un coup de semonce d'abord. Avant de te cracher les restes de son intestin à la gueule. Comment savoir si un alpaga ou un lama va cracher et à quelle distance? Je confirme. Ouais, c'est une ville de merde, Liège. Hein. C'est une catastrophe. Un lama qui s'apprête à cracher donne à voir quelques signes avant-coureurs qu'il est bon de ne pas négliger pour éviter de recevoir les jus d'estomac en pleine figure. Dans un premier temps, le lama va tendre sa queue à la verticale et baisser ses oreilles en arrière et souffler de l'air de ses naseaux. Oui, il boude quoi. En gros, il boude très très fort. Ensuite, il va faire claquer sa mâchoire pour faire remonter les sucs gastriques de son estomac, pointer le menton et tendre le cou, et vous envoyer un jet direct concentré de salive et de sécrétion. Si vous avez le temps, pensez à reculer. Le lama peut cracher jusqu'à 3 mètres de distance. Nous, on avait lu 10, mais c'est pas grave. Sur le sol américain ou sur le sol espagnol, où vit le lama sauvage? Le lama, comme son cousin sauvage, le guanaco, est les seuls camélidés d'Amérique du Sud. On le retrouve tout le long de la cordillère des Andes, à une altitude comprise entre 2500 et 4000 mètres. La forte teneur en globules rouges de son sang lui permet de supporter facilement le manque d'oxygène. Et oui, en gros, les globules rouges, c'est les trucs dans le sang qui nous permettent de transporter le dioxygène jusqu'aux tissus. Donc tout ce qui est muscles, etc., qui ont besoin de l'oxygène pour brûler l'énergie qu'on a mangée, avec la bouffe, etc., et pour pouvoir récupérer du coup cette énergie et avoir de l'énergie, quoi. Et donc, ils ont besoin de ce dioxygène pour fonctionner. Et donc évidemment, plus on a de globules rouges, plus on peut transporter l'oxygène, et donc même s'il y a moins d'oxygène dans l'air, c'est pas grave. On en respirera moins dans une seule respiration, mais si on est bourré de globules rouges, ben on peut tout prendre. C'est une manière d'optimiser la respiration. Donc, eux, même s'il y a moins d'air, ils en captent quand même beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup de globules rouges. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent vivre plus haut. Ils risqueront pas d'asphyxier connement. Il y a aussi pas mal de problèmes que ça peut causer pour les humains qui, eux, n'ont pas cette chance d'avoir autant de globules rouges. Quoique ça peut parfois être un problème, je pense, d'ailleurs chez nous, bref. Il me semble que y a le crétinisme a un rapport avec ça. C'est ce que ma prof de chimie m'expliquait beaucoup. Quand j'étais en secondaire, elle m'expliquait que c'était une maladie due au fait de manquer d'oxygène lors du développement du cerveau, donc jusqu'à ce qu'on soit pleinement développé, donc adulte vers 24 ans, quoi, puisque l'adolescence se finit au plus tard vers 24 ans, en moyenne, il me semble. Et donc voilà. Bref. Il fait partie des espèces domestiques courantes pour les habitants d'Amérique du Sud, mais au fil du temps, le lama a été exporté dans le monde entier et on le retrouve aujourd'hui dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'Australie ou la France. Donc il est partout. Mais normalement, il n'est pas partout. De bonne composition, le lama s'adapte à tous les climats. Il vit aussi bien dans les déserts et les salines qu'avec d'autres animaux dans nos fermes pédagogiques et nos zoos. D'accord. Ben c'est ça pour le lama, hein. Est-ce qu'on peut pas trouver une espèce
Le lama blanc, lama glama. Est-ce qu'on peut pas trouver un truc qui parle de ça, là? Je pense qu'il y a moyen, hein. En général, j'ai des sites un peu de prédilection pour chercher les espèces que je veux, mais... Là, on pourrait essayer de chercher un peu, de couvrir un peu plus le lama. Alors, peut-être. Animalia, en général, c'est un site pas mal. On va voir ça. Le lama. Lama glama, c'est le bon. Donc, c'est le lama blanc, du coup. C'est pas la seule espèce de lama qui existe, si j'ai bien compris. Mais c'est une espèce et elle est apparemment un peu représentative. Le lama blanc, ou plus simplement lama, est une espèce de camélidé d'Amérique du Sud. Ses origines lointaines ont été retracées jusqu'en Amérique du Nord, d'où il a disparu à la période de l'Éocène. Il y a un petit temps, quoi. L'Éocène, c'est... Je vais regarder mon échelle du temps dans mon bouquin, là. L'Éocène... L'Éocène, c'est de moins 55,8 millions d'années à moins 33,9. Donc ça fait à peu près moins 50 millions d'années, quoi. Voilà. C'est cette échelle-là. Vous la verrez pas parce que c'est trop petit, là, mais c'est par là. Regardez-moi ça. Bon, j'ai pas regardé si c'était bien cadré, hein, mais voilà. Et elle est dans le superbe bouquin La Terre avant les dinosaures. Voilà. Que je vous conseille de prendre parce qu'il est super cool. La Terre avant les dinosaures de Sébastien Steyer. Illustré par Alain Beneteau. Aux éditions Belin. Il est super bien documenté. Il explique justement du coup qu'est-ce qu'il y avait avant les dinosaures. Qu'est-ce qu'il y a... Donc il explique l'évolution des poissons entre guillemets jusqu'à... Parce que c'est pas les poissons qui ont conquis les continents, j'explique en début de live. C'est un groupe cousin. Les poissons n'ont jamais conquis les continents, hein, ça n'est jamais arrivé. Mais des cousins proches des poissons, qui avaient beaucoup de caractéristiques en commun, ont effectivement été sur la terre ferme et se sont développés là-dessus. Ça a donné les amphibiens, ça c'est ce qu'explique le bouquin, entre autres. Puis après, évidemment, ça a donné les reptiles et toute la chier de trucs qui se sont développés après. Mais ça s'arrête là dans le bouquin, et ça nous explique plein de tentatives du monde vivant, de biodiversité, les gorgonopsiens aussi, voilà, ça explique plein de trucs très cool. Évidemment, c'est pas fait par des couillons, hein, c'est fait par des gens qui savent ce qu'ils disent. Il y a plein d'illustrations, oui, donc des illustrations, évidemment, c'est pas des photos, hein. Plein d'illustrations très bien foutues. C'est très bien illustré par, comme je l'ai dit, Alain Beneteau. Le truc est trop cool. Il est sorti il y a déjà quelques années, hein. Voilà. Dépôt légal en février 2009, numéro d'édition machin, donc édité en 2021 pour la version que je vous montre. Mais oui, le bouquin est vraiment très bien, je vous invite à l'acheter. Voilà. Il est adressé à plutôt un grand public. Mais l'acheter peut-être pas à un gamin de 10 ans, c'est peut-être un peu lourd pour lui, quoi. Mais moi, je pense que ça peut intéresser un gamin de 12-14 ans, quoi. Voilà. Alors, le lama, il est diurne, il vit le jour. Herbivore, il bouffe des plantes. Philophage, alors les philophages, c'est un peu plus compliqué. Ils ont une... Donc, c'est des organismes qui peuvent digérer les feuilles d'une manière spécifique. C'est-à-dire qu'ils bouffent spécialement les feuilles des plantes. Et qui peut en tirer un maximum de nutriments, ce que d'autres animaux ne peuvent pas aussi bien faire. Voilà. Tous les herbivores ne sont pas philophages. Il est terrestre, effectivement, j'imagine pas un lama volé. Il est coureur. Là, c'est un lama, quoi, il court. Il est territorial, il faut pas le faire chier, voilà. Il partage pas des masses son territoire. Vivipare, il pond pas d'œufs, hein, on imagine bien. Pré-social, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais voilà, en gros... En fait, la socialité chez les autres espèces, c'est un bordel. Hein. Les études qu'on fait dessus, c'est pas ça. C'est pas vraiment... C'est quelque chose qui est fort sujet à l'interprétation. On n'a pas moyen de leur demander réellement comment ils se gèrent entre eux. Donc voilà. On a quelques termes comme ça pour définir leur socialité, pour définir leur sexualité aussi, mais c'est très compliqué.
Et il y a des termes qui définissent les deux. Typiquement, la monogamie chez les oiseaux, c'est un bordel. Ça définit les deux de au moins 6 manières différentes. Et on observe parfois des oiseaux, les mêmes individus au sein d'une même population, d'une même espèce, faire des comportements différents et contradictoires. En gros, on ne sait pas quoi. Mais tout ce qu'on observe, mais on n'en sait pas plus. On sait ce qui est possible, une grosse partie de ce qui est possible, mais on peut pas vraiment dire celui-là, il va se reproduire de X manière et l'autre d'une autre manière. Chez les oiseaux, c'est encore plus le bordel qu'ailleurs, j'ai l'impression, par rapport aux espèces qu'on a découvertes ici. Mais c'est pas les seuls à être compliqués. Voilà. Nous, évidemment, on a une idée assez claire de ce qu'est la monogamie parce que l'église, la religion, tout ça, mais voilà, hein, le catholicisme. Mais ce n'est pas aussi évident chez les autres espèces, quoi. Brouteur, bah ils broutent, hein, c'est une stratégie alimentaire de grands animaux herbivores terrestres qui se nourrissent de feuilles et de pousses ou de fruits végétaux, donc ils bouffent les plantes qui poussent, quoi. Polygynes, les polygynes sont donc c'est des harems, un mâle pour plusieurs femelles, mais chaque femelle ne s'accouple qu'une seule fois. Voilà, il me semble. Je vais aller vérifier quand même, parce que là j'ai un doute sur ce que je suis en train de vous raconter. C'est ça, qu'avec un seul mâle. Alors c'est pas forcément qu'une seule fois. C'est un harem où la femelle ne reste qu'avec un seul mâle, mais le mâle peut aller voir ailleurs en gros. Ok. D'accord. Il y a plein de types de harem hein, au sein du monde vivant. On adore faire des partous au sein du monde vivant. Ça va dans tous les sens. Les lamas sont dominants. On n'arrête pas de dire qu'ils sont soumis depuis tout à l'heure, mais au sein de leur groupe, et peut-être avec d'autres espèces, ils sont peut-être plutôt dominants. Voilà. Une hiérarchie de dominance est une ordination des relations de dominance et de soumission à un groupe. Il vit en troupeau, bah il vit pas tout seul, hein, voilà. Ils sont plus ou moins sociaux du coup. Ils sont même très sociaux d'ailleurs, parce que du coup il vit en groupe, donc on imagine que faut que ça passe un peu quand même. Gna 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 gna. Superbe photo de lama. Saviez-vous, en écozone australasienne, je vais arriver, australasagne, ça vit en Australasagne, voilà. L'écozone néarctique, l'écozone néotropique et l'écozone paléarctique, j'ai pas la moindre idée de où ça se situe, c'est par là, en Amérique du Sud. Voilà. Et donc à l'origine, les lamas sont originaires des montagnes andines d'Amérique du Sud, mais ils ont aujourd'hui disparu à l'état sauvage de cet endroit et n'existent plus que sous forme d'animaux domestiqués. On les y trouve encore du coup, mais dans des zoos ou des conneries comme ça. Ils ont été introduits comme animaux de compagnie et animaux d'élevage en Amérique du Nord et en Europe et en Australie. Leur habitat naturel est le haut plateau andin, en particulier l'altiplano de l'ouest de la Bolivie et au sud-est du Pérou. Les plateaux couverts d'une végétation basse, évidemment c'est des brouteurs, comprenant divers arbres rabougris, des arbustes et des graminées, essentiellement des plantes qui poussent à même le sol du coup. Je dois y aller, je verrai la rediff sur YouTube, bye, ciao. Bah c'est gentil d'aller voir sur YouTube du coup. Là on a un décalage de 8000 ans, donc je sais pas si tu vas m'entendre, mais voilà, passe une bonne soirée du coup. Et puis au plaisir éventuellement de te revoir. Ils ont été introduits machin, j'en étais où? Par là. Donc oui, ils bouffent les trucs qui poussent à même le sol. Dans la région de l'altiplano, du coup, les parties septentrionales sont montagneuses et relativement tempérées, donc il fait pas trop chaud. Tempéré, c'est un climat relativement froid. Mais c'est pas froid, quoi. On va dire c'est tiède, voilà, c'est ok. C'est de tiède à un peu froid, mais pas trop. En fait, tempéré, c'est ça aussi, c'est relatif à quoi on s'intéresse. En fait, si c'est un climat, si c'est à l'air libre, ou si c'est sous l'eau, bref, ça varie beaucoup. Donc c'est jamais tout à fait la même chose. Mais bref, voilà. Tempéré, retenez tiède à froid, quoi. Doucement froid jusqu'à tiède. Tandis que le sud, lui, est inhospitalier, plus sec et désertique, fait chaud. Alors oui, mais non, pas forcément d'ailleurs, je dis de la merde. Désertique, il y a aussi les déserts de glace. L'Antarctique, c'est un désert de glace. Voilà, c'est une zone désertique. Et sèche. Voilà. Enfin, sèche, je suis plus sûr du coup, parce que c'est bourré d'humidité, parce que c'est... Voilà. Mais ouais, je sais pas en fait. Bref. Voilà. Donc ça vit dans des endroits plutôt désertiques, mais pas que. Du coup, ça vit aussi dans des endroits où il y a, donc dans la région de l'altiplano, où il y a full herbe par terre, quoi.
Voilà, donc dans les montagnes, les biomes anthropiques et les surfaces agricoles. Les habitudes et les modes de vie. Nice asses. N'est-ce pas? Comme tous les camélidés, le lama rumine, mais n'est pas classé parmi les ruminants. Encore un super simple. Cri du lama. Mais, attends, on n'aura pas d'explication. Il rumine, mais c'est pas un ruminant. Mais je veux savoir, du coup. Cri du lama. Le lama exprime par toute une gamme de sons qui peuvent traduire la tristesse, la mise en garde de ses congénères contre un danger supposé, l'hostilité vis-à-vis d'un rival ou la satisfaction sexuelle. Ah bon? Donc chez eux aussi, ils gueulent quand ils sont contents d'avoir fait youpi. D'accord. Non mais écoute, je suis content de le savoir. Yes. Le lama crache pour sa défense, très rarement sur l'homme, dans le grave, de l'agitation, d'une sorte de nébulisation qu'il projette sur l'objet de sa colère. C'est dégueulasse. Cet animal a pour habitude de faire ses selles, donc il fait caca à un seul endroit, contrairement à la chèvre qui essaime. Voilà. La chèvre, elle fait des chapelets de saucisses sur toute la longueur de la rue, alors que le lama, il est gentil, il a une fosse septique, on va dire. Voilà. Régime et nutrition. Les lamas sont des animaux herbivores phylophages. Ils broutent la végétation des montagnes, les lichens et les arbustes bas. Comment ça ken un lama? Ils sont polygynes. Les mâles se rassemblent en un harem d'environ 6 femelles dans leur zone territoriale et chassent ensuite agressivement tous les mâles en âge de se reproduire qui viendraient dans la zone. Ils ont fait leur bésodrome et ils n'ont pas l'intention de le partager. Les lamas s'accouplent généralement à la fin de l'été et au début de l'automne. La gestation dure de 350 à 360 jours et chaque femelle donne naissance à un cria, un petit lama. Les petits lamas, c'est les crias. Le saviez-tu? Presque tous les ans, les gamins, quand même. Hein. Un cria est capable de courir environ 1 heure après sa naissance. Putain, moi, il a fallu attendre plus de 2 ans pour que j'apprenne à marcher. Par contre, à 2 ans, je parlais. Voilà. Mais il a fallu attendre beaucoup plus longtemps pour que je marche. Hein. Moi, j'avais la flemme. Hein. Parler, je veux bien, mais marcher, c'est trop. C'est trop me demander, voilà. C'est trop. Portez-moi, c'est moins chiant. Les nouveaux-nés... Enfin, là, maintenant, me porter, ça va être compliqué, mais bref. Les nouveau-nés pèsent environ 10 kg. Ils sont allaités pendant 5 à 6 mois. Les mères sont responsables de la plupart des soins parentaux. Comme quoi, les oiseaux, c'est souvent mieux, hein. Mine de rien. On a beaucoup lu de trucs sur les outardes, coris, les albatros sur l'heure et compagnie, et on constate souvent que les oiseaux... alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais les oiseaux comptent beaucoup d'espèces qui sont très investies dans l'éducation des gamins, quand même. Voilà, chez les lamas, pas du tout. Il n'y a que les femelles qui s'y collent. Ou presque. Voilà. Et donc les femelles protègent et soignent leurs crias jusqu'à ce qu'ils aient environ 1 an. Les mâles fournissent des soins indirects en défendant un territoire qui offre suffisamment de pâturage pour les jeunes et les femelles de leur groupe. Ouais, ils assurent la baraque, mais c'est tout. Les femelles atteignent la maturité reproductive entre 18 et 24 mois et les mâles entre 2 et 2 ans et demi. Alors, je disais... Voilà, donc les mâles fournissent donc le territoire, et puis c'est marre. Les femelles atteignent la maturité donc reproductive entre 18 et 24 mois, les mâles entre 2 ans et 2 ans et demi.
Effectif de la population actuelle de lama en Amérique du Sud est estimée à plus de 7 millions d'individus. Ils sont pas trop mal. Il y a environ 158 000 lamas au Canada et aux États-Unis. C'est beaucoup moins déjà, hein, mais bon. Donc eux, le danger... Donc l'état de la population n'est pas évalué. C'est quoi l'état de la population? C'est par rapport à l'échelle de l'UICN, un organisme qui vérifie du coup le statut de conservation des espèces. Ils ont proposé une échelle, du coup, de statut de conservation, avec à quel point c'est chaud. En gros, vous avez le début, donc pas évalué. Données insuffisantes, donc on a un début d'information, mais on n'a pas suffisamment d'infos pour pouvoir vraiment savoir la quantité d'individus dans la population. Et donc on ne sait pas dans le détail s'ils sont dans la merde ou pas. Le début des emmerdes, officiellement reconnu, parce que la totalité des espèces sont toutes dans la merde. Hein. Mais la plupart, on ne sait pas à quel point. Donc on préfère pas le mettre. À tort, on devrait au moins les mettre en préoccupation mineure. C'est le cas de certaines d'entre elles qu'on a découvertes sur la chaîne, mais c'est pas toujours le cas. Donc, préoccupation mineure, c'est le début des emmerdes. Vient ensuite quasi vulnérable, menacé, en danger critique, éteint à l'état sauvage, et puis éteint tout court. Éteint à l'état sauvage, ça veut dire que vous n'en trouverez pas dans la nature, mais que vous en trouverez dans les eaux et dans les réserves naturelles. Et puis c'est tout. Voilà. Encore que je dis réserve naturelle, je sais pas dans quelle mesure c'est pas considéré comme un milieu sauvage. La domestication des lamas. La domestication a commencé il y a environ 3000 à 5000 ans, ce qui en fait l'un des premiers animaux au monde à être domestiqués. Les Indiens Incas les utilisaient comme bêtes de somme et comme source de bouffe, de vêtements et de combustible. Ne brûlez pas les lamas, c'est pas bien. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Fait amusant pour les enfants. Les lamas sont très appréciés aux States en tant qu'animaux de compagnie et des compagnons. Leur tempérament doux et leur caractère curieux en font des animaux de compagnie ou de thérapie parfaits. Ils sont utilisés dans les hospices, les maisons de retraite et les hôpitaux pour permettre aux résidents d'interagir et de vivre une expérience sensorielle. Parce que la visite dans la lama est un exercice émotionnellement positif pour les patients et les résidents. Ouais, j'ai envie de dire du moment que les lamas sont bien traités, mais achetez-vous une balle anti-stress, non? Je sais pas, les animaux ne sont pas des objets en fait. Merde. Ce type de thérapie peut contribuer à la guérison ou simplement apporter un peu de distraction et de plaisir. Oui, pour les personnes... pour les patients. Et les lamas, ils en disent quoi? Bref. Les lamas sont connus pour la douceur de leur caractère et la facilité avec laquelle ils sont dressés. Souvent, ils peuvent apprendre de nouvelles tâches après seulement quelques répétitions. Après, donc un lama qui s'étire très très haut, la tête haute en battant rapidement de la queue, signale généralement son mécontentement. Les femelles enceintes adoptent souvent ce comportement pour décourager un mâle qui s'approche. Des empreintes fossiles relevées en Californie montrent que les lamas, qui sont des parents des chameaux, étaient originaires d'Amérique du Nord. On pense que les animaux qui sont allés vers le nord et ont traversé le pont terrestre de Bering se sont transformés entre guillemets en chameaux, dans le sens où ils ont évolué. Alors que ceux qui ont migré vers le sud ont évolué vers la famille des lamas. Donc l'ancêtre commun, en gros, aurait donné les deux groupes en se scindant en deux grosses populations. Une qui serait partie vers le nord, qui aurait donné les chameaux, et celle qui serait partie vers le sud, qui aurait donné les lamas. Les lamas émettent toute une série de sons, dont le plus courant est un bourdonnement. Les femelles fredonnent à leurs cria, donc leurs petits. Les mâles émettent des orgues pendant la reproduction. Youpi. Ce qui ressemble à un gargouillis. Voilà, donc le mâle il gargouille pendant que la femelle elle hurle. C'est pas tout à fait ça, mais on a lu au-dessus que l'espèce avait tendance à crier quand ils sont satisfaits du sexe. Voilà. Donc écoutez, prenez-le comme ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Les mâles décident, si deux mâles décident de se battre, ils se mettent à hurler l'un contre l'autre. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment mieux que chez nous ou pas. En vrai, s'ils se tapent pas, c'est mieux, je pense. Voilà. Les lamas crachent généralement pour régler une dispute au sujet de la bouffe. Ah bah c'est clair qu'après ça, t'as plus faim. Hein. Ou pour décider quel lama est dominant. Une femelle crachera sur un mâle pour le faire partir. Il ne crache généralement pas sur les humains, sauf si on les emmerde. Voilà. Donc ne les faites pas chier, finalement. Et donc voilà le guanaco et la vigogne dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi des lamas. Voilà, voilà.
Bon, bah, c'était pas mal. On a appris des petits trucs aujourd'hui. J'avais aucune énergie, je pensais pas faire trop long, mais finalement, on a quand même appris pas mal de trucs. Hop. Voilà, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que c'était quand même pas mal. Voilà, et donc du coup, les lamas et les chameaux auraient un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, il aurait foutu le camp, du coup. Il se serait scindé en deux populations. Il y en a une qui serait partie au nord pour donner les chameaux, et une qui serait partie au sud pour donner les lamas. C'est assez rigolo à savoir, je trouve. Voilà, voilà. Bref. Ça, plus, du coup, on a appris des trucs sur le crachat des lamas avec les sucs gastriques, là, qui apparemment n'arrivent qu'après le coup de semonce, du coup. D'abord, ils te crachent leur salive à la gueule. Ils crachent sur 3 mètres minimum, hein, quand même. On avait lu 10 mètres, mais peut-être que c'est moi qui ai inventé. Il faudrait que je retourne lire l'article. Là, j'ai plus d'énergie, donc on verra ça une autre fois. Voilà. N'hésitez pas à dire si c'était bien, 10 mètres, sinon c'est que je deviens fou. Voilà. Au moins 3 mètres, ça on est sûr. Mais il me semble que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Ça, le lien de parenté avec les chameaux. Le comportement un peu social, ou sa vie. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous raid. Chez qui? Chez Mademoiselle Chozo, je sais plus. C'est une créatrice de contenu que j'ai trouvée sur TikTok, je crois. Et du coup, voilà, ce qu'elle a fait m'avait l'air assez bien. Donc je vais... Enfin, assez bien. Assez sympa, quoi, je veux dire. Et donc voilà, je vais vous raid chez elle. Et puis, je vais y aller aussi un petit peu, je pense. Mon chat qui m'appelle. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. On se revoit